Vous pouvez vous asseoir. Hein. Il doit être stable. Ça veut dire qu'il veut rester figé comme un journaliste. Pourtant, ils sont devant nous. Oui. Vous aurez dû me placer devant se tourner comme ça. Il fallait donc mettre les chaises comme ça pour que... En tout cas, il veut faire l'effort de temps en temps d'apparaître. Ça va être compliqué, hein? Bonjour. Ça va bien? Vous avez déjeuné ce matin? Pardon? Vous avez? Ah bon? Qu'est-ce qui vous en a empêché? Vous n'avez pas de temps, comment? En tout cas, j'ai déjeuné ce matin et ça veut dire que je suis tout plein d'énergie. Je suis content d'être ici. Je suis content d'être avec vous. Et comme le disait madame la responsable des affaires académiques ici, c'est moi qui vais vous dispenser le cours de droit international de la gouvernance. Et j'espère que vous allez trouver ce cours aussi passionnant qu'enrichissant. Vous pouvez le voir, le cours c'est pas un cours volumineux, d'accord? C'est un cours qui se veut synthétique et qui appelle à une méthode participative, interactive, pédagogique peut-être, mais surtout andragogique. Je vois dans la salle que vous êtes très nerveux, du moins mon ami là, il m'a l'air très nerveux. Peut-être c'est parce qu'il est beaucoup trop sérieux, mais en tout cas, c'est déjà bien d'être sérieux et concentré. On parlera de la gouvernance, d'accord? Mais dans une approche juridique et spécialement internationaliste. Ça veut dire que ce sera l'approche du droit international. Mais avant, est-ce que vous pouvez vous présenter? Parce que moi, on m'a présenté. Vu que vous n'êtes pas vous êtes facilement identifiable, je pense que ce serait bien que vous vous présentiez quand même, non? On commence par la dame. Gomeni Ani. Gomina Anifat. Ok. J'ai la BTS en Banque, finance, assurance. Maintenant, vous faites une licence professionnelle. Ok. Donc, tu es béninoise. C'est ça la tonalité, n'est-ce pas? J'ai mon ami béninois qui s'appelle Rodrigue. Il organise des conférences à la capitale du Bénin, c'est à Cotonou, voilà. Il organise des conférences là pour motiver les jeunes. Il y a capital économique et capital politique. Voilà. Économique, c'est Cotonou. Voilà. Vous êtes aussi du Bénin? Ah, et vous parliez de quelle capitale? Si on dit la capitale pour vous, c'est Cotonou. Si on dit la capitale économique, Ah bon? Bon, ça c'est quand même une précision qui est importante. Je croyais que la capitale politique c'est Cotonou. Et même quand vous cliquez. Moi, j'ai toujours cru que c'était Cotonou. Oui, quand vous cliquez sur Internet, la capitale politique. Je n'ai pas la connexion.
Bon, en tout cas, moi, j'ai toujours cru que c'était Cotonou. Et Porto-Novo est réputé pour son port, pour sa zone portuaire. Non, c'est Cotonou, c'est à Cotonou, il y a le port. Ah bon? Ok. La capitale politique, c'est Cotonou. Bah, si des Béninois, bon, c'est vrai qu'ils sont du Bénin, mais la difficulté, c'est qu'on a deux Béninois qui ont des réponses divergentes. Ouais, c'est un peu comme s'il y avait deux Camerounais qui se disputaient sur l'identité ou la géographie de la capitale politique. Hein? Si moi je vous dis par exemple que la capitale du Cameroun c'est Yaoundé et qu'un autre Camerounais vous dise que bah, c'est plutôt Douala, ou c'est Bafoussam, ou c'est Garoua, là ça pourrait. Non, c'est quand même une divergence qui malheureusement n'est pas, n'est pas très encourageante. Hein? Ça devrait être, la réponse devrait être concordante. Ouais. Mais en tout cas, c'est toujours bien, c'est de la contradiction que naît la vérité. D'accord? Bien, suivant. Nous-mêmes? Ok. Ok. D'accord. Oui. Je suis Daniela Kizan. Je suis congolaise et j'ai un bac en économie. D'accord. Botenayo. Voilà. Suivante. Moi, Zébou Sidi. Je suis ivoirienne. Mon bac est en décembre 2007. D'accord. Donc, on va manger Gaba. Hein? Suivant. Je suis Prince Giovanni Bilindo, de nationalité congolaise. J'ai un bac plus 2 en diplomatie et relations internationales. Nationalité congolaise aussi? Oui. C'est le même Congo? Oui, Congo Brazzaville. Ok. C'est bien pour Congo, capitale politique. Ok. Oui. Oui, il faut des capitales politiques, c'est Cotonou. C'est Cotonou, mais attends, chez nous, on dit capitale, on dit Brazzaville. Pointe-Noire, c'est la capitale économique. Mais quand on dit capitale, c'est la capitale politique. La capitale économique, il faudra préciser. Oui, on vous écoute. Merci, je m'appelle Annie Dogo. Je suis également musulman. Formation en diplomatie et relations internationales avant Nice. Waouh. Allez, Nam. Ça, c'est bien. Oui. Je suis Kaya Moïse, de nationalité congolaise. J'ai un BTS en finance mentale service. Comme notre amie béninoise. Bon, en tout cas, je suis content de voir qu'il y a ici ce conglomérat de nationalités, cette représentation des divergences culturelles, hein, ce brassage culturel, comme on le dit ici chez nous au Cameroun. Et j'espère que durant notre parcours, on apprendra un peu de chez tout le monde. C'est ça l'enrichissement culturel, d'aller voir ce qui se passe ailleurs et d'adopter ce qui est adapté à notre situation. Donc voilà. La capitale du Bénin, c'est bien Porto-Novo. Et quand on dit capitale tout court, il s'agit de la capitale politique. Si on précise capitale économique, il s'agit d'autre chose. D'accord? Du moins, en droit international, c'est comme ça. Parce que en droit international, ce qui importe, c'est de savoir quelle est la capitale politique. Pourquoi c'est si important de savoir quelle est la capitale politique? Parce qu'il faut savoir que c'est à la capitale politique que se trouve le pouvoir de décision politique. D'accord? Donc, quand il faut prendre une décision importante, c'est à la capitale politique. D'accord? La capitale politique est très importante lorsqu'on étudie la forme centralisée du pouvoir, la concentration du pouvoir. Et à la capitale politique, on retrouve généralement le chef de l'État et les membres du gouvernement les plus importants. Ailleurs, ce sont des périphéries, ce sont des représentants, de la représentation, d'accord? C'est également important d'en parler
dans le cadre de la gouvernance. Parce que en matière de gouvernance, voyez-vous, on s'intéresse à la façon dont le pouvoir est géré, mais dans une échelle bien plus élargie que l'échelle étatique ou intra-étatique. Vous avez fait le cours de droit international public. Je pense que vous aurez dû on aurait dû programmer, je ne sais pas si c'est à votre programme, mais en tout cas, vous auriez dû avoir, parce que pour mieux comprendre le cours de gouvernance internationale, il faut déjà avoir des prérequis en droit international public. Donc ça vous aurait préparé à mieux assimiler tout ce qui va se dire. Parce que le cours de gouvernance, contrairement au droit international public, ça entre dans la substance. C'est une matière essentiellement substantielle. Néanmoins, nous allons quand même faire des petits rappels en droit international public. Donc, nous sommes obligés, parce que vous ne l'avez pas déjà fait, donc nous sommes obligés de revenir un peu sur le droit international public. Autrement dit, pourquoi est-ce que c'est si important de revenir sur le droit international public? Parce qu'il faudrait savoir que c'est le droit international public qui encadre la gouvernance. D'accord? Du moins, c'est l'une des missions essentielles du droit, de dire comment est-ce que les choses doivent être faites. Et c'est justement aussi dans la société internationale, vu que c'est là que nous nous situons contextuellement, c'est dans la société internationale, le droit qui régit la société internationale, c'est le droit international public. Et l'une des missions de ce droit, c'est de régir comment est-ce que la puissance, comment est-ce que le pouvoir doit être géré dans la société internationale. D'accord? Donc, quand on parle de gouvernance, il s'agit de la gestion du pouvoir par les autorités compétentes dans un espace géographique donné. L'espace géographique qui peut être local ou national, l'espace géographique qui peut être international. Vous saisissez donc que si nous nous situons dans l'espace géographique international, il s'agira pour nous de convoquer tous les paramètres qui rentrent dans ce champ-là. D'accord? Et ces paramètres-là sont normatifs, par exemple. Ces paramètres sont organiques. Et ça sera peut-être aussi l'occasion de questionner l'efficacité de ce champ disciplinaire qu'on appelle le droit international. Vous êtes tous au courant de l'actualité politique internationale. Vous savez que la question que les juristes internationalistes se posent, une question qui a d'ailleurs toujours fait débat, je pense que ça a même été l'objet de la leçon inaugurale prononcée par le professeur Atangana, à Mougou, à l'IRIC, à la rentrée sur l'année lyrique. Voici l'IRIC. Voilà. Néanmoins, avant d'arriver à cette étape-là, on va d'abord parler du droit international. Je vous ai dit, il est important de parler du droit international parce que c'est le droit international qui encadre la gouvernance. D'accord? Donc, c'est le cadre international de la gouvernance. Comment est-ce que le droit international encadre la gouvernance? Ça, c'est la question qu'on devrait se poser. Dans un premier plan. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, ce qu'il faut également savoir, c'est que la gouvernance, qu'on soit dans la société nationale, dans la société internationale, repose sur des principes. D'accord? On pourrait qualifier des principes transversaux, comme par exemple la transparence. D'accord? Comme par exemple le principe de la transparence. Il faudrait que la gestion du pouvoir se fasse conformément à la transparence.
Pour le cours, vous aurez le cours. Vous aurez le cours demain. Je suis arrivé là avec le PDF, mais j'ai oublié qu'il vous fallait, que l'administration avait besoin du format Word pour pouvoir mettre sur papier en tête avant de vous envoyer ça. Bien, comme je le disais tantôt, il faudrait savoir que la gouvernance repose sur un ensemble de principes. C'est vrai qu'on les rattache généralement aux principes démocratiques, mais bon, c'est surtout la transparence, c'est surtout le principe de la responsabilité. D'accord? Vu qu'on est appelé à gérer le pouvoir, la gestion du pouvoir, ça se fait par la prise de décision. Les décisions qui peuvent avoir des impacts positifs ou négatifs à l'égard des administrés ou des gouvernés. D'accord? Parce que dans la gouvernance, on a d'une part ceux qui gouvernent et d'autre part les gouvernés, ceux qui sont soumis. D'accord? Mais il faudrait surtout savoir que dans cette approche dialectique-là, le pouvoir qui est géré par les gouvernants, généralement, émane des gouvernés. C'est pour ça que les gouvernants sont quand même soumis à un certain nombre de principes, d'accord? Comme le principe de transparence. Le principe de transparence, par exemple, peut constituer à quoi? À une reddition des comptes, c'est-à-dire le fait de rendre compte, ce qu'on appelle en finance publique l'accountability, c'est-à-dire la reddition des comptes, qui est simplement l'obligation pour les pouvoirs publics de rendre compte de la façon dont ils gèrent le pouvoir. Au-delà de ça, il faudra également savoir que la gouvernance est quand même quelque chose de nouveau. Hein. C'est quelque chose de nouveau en droit international. Ça a même seulement été récemment conceptualisé par le professeur Maurice Kamto dans son ouvrage intitulé Droit international de la gouvernance, publié en 2013. Le professeur Maurice Kamto, vous savez, c'était un monsieur très célèbre pour sa production scientifique. C'est-à-dire sur la scène internationale, c'est comme ça qu'on le connaît, avant sa casquette récemment politique. D'accord? Donc, c'est d'abord quelqu'un de respecté pour sa contribution à la doctrine internationale. Et parmi ses productions scientifiques, il y en a donc qui portent sur la gouvernance. Bon, on verra donc comment est-ce que cette gouvernance-là est gérée. Mais le cadre d'abord, le cadre de la gouvernance, d'accord? Le cadre de la gouvernance nous interpelle sur les normes, sur les organes et aussi sur une question importante qui est celle de l'efficacité. On parlera d'abord des normes qui encadrent la gouvernance sur le plan international. Je vous ai dit, ce n'est pas différent du droit international public. Ces normes-là sont celles inspirées de l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. Vous savez que c'est cet article-là qui indique un peu ce qu'on appelle de manière triviale les sources du droit international public. À l'intérieur, on a par exemple les traités, nous avons la coutume, nous avons la doctrine, nous avons la jurisprudence, d'accord, nous avons l'équité, nous avons les principes généraux de droit. Donc là, c'est l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, d'accord. C'est quoi la différence entre le traité et la coutume? Qui peut s'essayer? Notre ami diplomate, peut-être?
la coutume n'est pas écrite. Donc, c'est une façon, c'est une source non écrite. C'est pas ça. Oui, on va en ordre, non? Oui. Accord pris par les acteurs internationaux, n'est-ce pas? La source informelle du droit, une pratique répétée qui a été adoptée dans le droit. Oui, mon ami congolais. Mon ami congolais, comment est-ce qu'on dit ça en lingala? Quoi? Mon ami congolais. Moninga nanga congolais. Ok. Moninga nanga congolais. Ok. Oui, vous étiez en train de... Vous vouliez... Donc, je parlais des coutumes qui font partie des sources non écrites du droit international. La différence avec le traité, comme venait de dire mon frère, qui fait partie des sources écrites. Ici, je ne voudrais pas rentrer dans une précision de que ça pourrait caractériser. Un traité ne régit qu'un certain nombre de membres d'entités. C'est-à-dire ceux qui ont ratifié, ceux qui ont donné leur accord, alors que la coutume, parce que je viens de dire qu'elle n'est pas écrite, or on a des coutumes qui sont écrites sur le plan international. Donc, la coutume régit tout le monde. Donc, elle ne s'applique pas à une entité, à un certain nombre d'entités. C'est comme si notre frère du Congo veut réagir. Moninga congolais. Vous voulez pas réagir? Ok. Bon, en tout cas, je pense qu'on ne peut pas, si nous étions à l'ONU, on ne pourrait pas dire qu'il n'y a pas eu d'égalité de voix. Parce que le Camerounais a parlé, le Béninois a parlé, le Congolais a parlé. N'est-ce pas? Bon, c'est vrai qu'il a pris la parole 2 fois quand même. Ah, la Côte d'Ivoire n'a pas parlé. Bon, la Côte d'Ivoire a choisi de ne pas parler. C'est pas qu'on lui a refusé la parole. Voilà. Bon, en tout cas, je vous ai entendu. Il existe des coutumes spéciales. La coutume n'est pas générale toujours, c'est pas automatique. Bon, c'est vrai qu'avec la codification, on essaye de transcrire les coutumes dans un document. Mais de manière consubstantielle, la coutume est non écrite. D'accord? Même s'il y a un document... Si on parle par exemple du traité, vous savez que le traité, en fait, c'est une codification de la pratique dans le domaine conventionnel. C'est pour ça que quand on parle des sources du droit international, malgré les classifications, la coutume demeure la source la plus classique. D'accord? C'est-à-dire qu'elle naît avant les accords. Donc, voilà. Les coutumes, c'est un peu comme les traités aussi. C'est vrai qu'il n'existait pas de traités. Aujourd'hui, on parle de traités universels, mais il n'en existe pas. Il n'existe pas d'accord qui s'applique à l'ensemble des États. Ça n'existe pas. On parle plus, du moins, le concept qui sied, c'est plutôt de parler des traités ou des conventions à vocation. C'est-à-dire qui sont ouverts à l'adhésion de l'ensemble des États. Mais vous savez comme moi qu'aucun accord ne réunit tous les États. Il y en a qui sont toujours... il y a toujours quelqu'un qui sera contre. N'est-ce pas? Voilà, donc c'est cela. Mais au-delà des conventions à vocation universelle, qui sont très souvent des conventions multilatérales, il existe également des conventions bilatérales qui ne réunissent que 2. Et à côté, il existe même ce qu'on appelle des conventions plurilatérales. C'est un peu ce qu'on appelle des conventions régionales. Donc, les conventions plurilatérales, c'est celles-là qui sont ouvertes
à des États remplissant certains critères qui parfois peuvent être géographiques, hein, ou techniques. Géographique, par exemple, on peut parler de la charte de l'Union africaine, qui ne réunit que les États africains. En Europe, on en trouve aussi, hein? En Amérique aussi. Mais à côté de ce là, par exemple, c'est un critère géographique. Mais il existe également, le critère peut aussi être technique. D'accord? Quand ça concerne un domaine technique en particulier. Par exemple, en Afrique, si on parle encore de l'Afrique, on peut parler peut-être du domaine juridique, avec le droit OHADA. D'accord? Ça existe également en Occident. Aux États-Unis, par exemple, ils parlent de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. D'accord? Donc là, ce sont des conventions. Mais à côté, on a des conventions multilatérales comme la Charte des Nations Unies, la Charte de l'Organisation internationale du travail, de l'OMC, ainsi de suite. D'accord? Donc là, ce sont des conventions. Bon, la particularité des conventions que je viens de mentionner là, c'est qu'elles portent sur la création d'une nouvelle personne morale. Mais à côté, il existe des conventions qui sont là seulement pour régir, un peu comme les conventions de Genève et les protocoles additionnels à ces conventions-là, qui sont là pour régir. Le DIH, le droit international humanitaire. Oui, c'est vrai qu'on qualifie souvent le droit, on qualifie ça comme des conventions qui résistent, qui organisent le droit international humanitaire. Mais on parle beaucoup plus de la guerre. Voilà. Donc on parlera de la guerre aussi. On arrivera à parler de la guerre. Donc à côté de ce champ conventionnel-là, nous avons également chaque convention, la particularité de la convention, en fait, toutes les sources du droit international sont des instruments qui regorgent en leur sein de ce qu'on appelle la norme internationale. D'accord? Parce que c'est la norme qui encadre. C'est quoi une norme? La norme, c'est quoi? Il y a des gens qui ont des formations de droit ici. C'est quoi une norme? Une norme, on peut dire que c'est une règle juridique. Une norme, c'est une règle juridique. C'est quoi une règle juridique? Ok, une règle juridique, c'est un principe. Bon, vous qui n'avez pas fait droit, sachez que le cours de droit international de la gouvernance est essentiellement juridique. D'accord? Vous, par exemple, qui avez fait banque, monnaie, finance, vous deux, pour comprendre ça, il faudrait savoir que même quand vous avez fait banque, monnaie, finance, vous pouvez, par exemple, être appelé à travailler dans les institutions financières, n'est-ce pas? Ou banquières. À l'instar de quoi? De la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de la Banque africaine de développement, n'est-ce pas? Bon, là, ce sont des institutions internationales. Mais à côté, vous pouvez aussi travailler au niveau des banques locales ou internationales, ou du moins internationalisées. Parce qu'une banque internationale est différente d'une banque internationalisée. D'accord? Au Cameroun, par exemple, nous avons Afriland First Bank, bon, sans publicité. Nous avons par exemple cette banque-là, qui est une banque à l'origine locale, mais qui aujourd'hui se retrouve ailleurs. Et c'est pareil, nous avons beaucoup de banques étrangères qui sont ici au Cameroun. D'accord? On verra. C'est comme la guerre. La guerre peut être locale, elle peut être internationale et elle peut être internationalisée. D'accord? Donc on verra, bon, je ne sais pas si on parlera aussi de ça, mais sachez que c'est comme ça.
Ouais. Donc, c'est cela. Et vous, dites-vous que peu importe l'endroit où vous travaillez, soit vous serez des personnes qui influenceraient la prise de décision, et ces décisions doivent être conformes à la norme, d'accord? Parce que c'est le droit qui régule. C'est le droit qui régule. Par exemple, pour que nous, les Camerounais, chez nous au Cameroun, nous avons un ministère des Finances. Je suppose que chez vous aussi. Le rôle du ministère des Finances, c'est quoi? C'est de trouver des ressources financières, non? Et de veiller à leur bonne gestion. Voilà les deux rôles du ministère des Finances, les rôles principaux. De trouver des ressources et de veiller à leur bonne gestion. C'est pour ça que les directions comme l'impôt, la douane sont rattachées au ministère des Finances. Parce que ça centralise l'ensemble des ressources étatiques. Bon, parfois c'est insuffisant. Il faut se retourner vers les institutions financières extérieures pour emprunter de l'argent. Et à ce moment-là, quelles sont les règles qui doivent être observées? Parce qu'au niveau local, nous avons ce qu'on appelle le droit de l'endettement public, qui est un droit local, national. Donc, ça ne vaut que si on reste à l'intérieur des frontières. Dès que vous sortez et que vous allez peut-être au FMI, vous allez dire que nous avons un droit d'endettement et tout ça. On dit, ah bon? Ça c'est vrai. En tout cas, c'est bien. C'est bien, mais sachez qu'ici aussi, nous avons nos normes. Et si vous voulez notre argent, voici ce qu'il faut faire. N'est-ce pas? Quand vous arrivez à la banque, c'est comme ça qu'ils réagissent, non? Je veux un crédit, j'ai mon projet, j'ai dit cela. On dit, ok. Ton projet il est intéressant, hein, et tout ça. Mais tu sais, l'argent là, est-ce que tu vas pouvoir nous rembourser ça? Mais l'inquiétude d'un créancier, c'est de se rassurer de la restitution de son argent, non? Peu importe qui vous êtes, même si vous êtes le président de la République. Sauf que maintenant, la garantie, ça varie. Vous, par exemple, si des gens comme vous et moi, si on va à la banque, on nous demande des garanties. Des garanties sérieuses. Mais si c'est quelqu'un comme Samuel Eto'o, imaginez Samuel Eto'o va à la banque pour un crédit. Vous pensez qu'à Samuel Eto'o, on demande la même garantie qu'on demanderait à vous et à moi? Pourquoi? À cause de la statue. À cause de... Non, pas de... Bon, c'est vrai, il y a son statut, mais il y a surtout le fait que Eto'o, c'est quelqu'un de crédible. Oui, c'est quelqu'un de crédible. La plupart des gens qui ont de l'argent vivent sous crédit. La plupart des gens que nous appelons les milliardaires, en fait, vivent sous crédit. Ils n'utilisent pas leur argent pour financer leur business. Ils utilisent l'argent de la banque. C'est comme ça qu'ils vivent. Et c'est pour ça qu'ils s'enrichissent encore plus tout le temps. C'est pour ça qu'on dit que les riches s'enrichissent, pendant que les pauvres... Parce que le pauvre a besoin de te donner corps et âme, mais le riche, lui, n'en a plus besoin. Pourquoi? Parce que le riche a compris qu'il fallait d'abord travailler sur sa personne avant de chercher de l'argent. C'est comme ça. C'est pour ça qu'ils ne s'amusent pas avec leur réputation. Les milliardaires s'amusent. Quand vous dites des ragots sur quelqu'un d'important ou sur un milliardaire, il va toujours prendre ça au premier degré. Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, il va dire, je laisse à Dieu, n'est-ce pas? Il va laisser à Dieu. Même il ne va pas laisser à Dieu. Il va dire que avant que Dieu n'arrive sur toi, moi, il va d'abord te gérer ici. Parce qu'ils savent qu'en fait, c'est la chose la plus importante qu'un homme puisse avoir. Sa réputation, sa crédibilité. Mais malgré tout, tout se fait toujours dans le respect de la norme. D'accord?
Donc, la norme, c'est un commandement. De manière simple. La norme, c'est un commandement qui s'exprime en termes de prescription ou de proscription. C'est-à-dire, ça vous autorise ou ça vous interdit de faire quelque chose. D'accord? C'est ça une règle juridique. C'est ça qu'on appelle la règle juridique. Ça vous autorise ou alors ça vous interdit. Et si vous ne respectez pas ça, ça met en mouvement une autre catégorie de normes, parce qu'il en existe plusieurs. Celle qui sanctionne n'est pas celle qui prescrit. C'est pour ça qu'on parle tantôt de droit substantiel, tantôt de droit procédural. Et même parfois de droit processuel. Processuel, c'est dans le cadre du procès. C'est ce qui oblige le juge à vous donner peut-être 20 ans d'emprisonnement. Il vous donne 20 ans d'emprisonnement, ce n'est pas parce que lui veut, c'est parce qu'on lui a dit que lorsque l'accusé dans cette circonstance-ci, lorsque les preuves ont été rassemblées et tout, voici la sanction que tu dois appliquer. Et s'il n'applique pas, lui-même il sera responsable, on va le poursuivre. C'est pour dire que le droit a été fait de telle sorte que tout le monde soit assujetti, même celui qui adopte ce droit-là. C'est-à-dire même le législateur lui-même se soumet à ce droit. Sinon, on ne serait pas dans un état de droit, on serait dans un état autre que celui de l'état de droit. Donc, la norme conventionnelle, la particularité de la norme conventionnelle, c'est qu'il y a une rencontre de volonté. D'accord? Une rencontre manifeste de volonté. Et la particularité, c'est que c'est écrit. Surtout ça. La particularité, c'est que c'est écrit. Même dans la coutume, il y a une rencontre de volonté. Même dans la coutume, il y a une rencontre de volonté. D'accord? Pourquoi est-ce que dans la coutume, il y a une rencontre de volonté? Parce que comme c'est un ensemble de pratiques répétées. Mais n'oubliez pas que l'un des moyens pour contester une pratique répétée, c'est de protester aussi de manière répétée. D'accord? Il faut donc protester ou dénoncer, d'accord, de manière répétée. C'est-à-dire, à chaque fois, vous montrez par votre pratique à vous que vous n'êtes pas d'accord avec cette pratique qu'on veut vous imposer là. C'est pour ça que la coutume, c'est un ensemble de pratiques. Soit les pratiques sont concordantes, ce qui va donner plus tard naissance à la règle, d'accord? Soit la pratique sera divergente, ce qui ne va donner naissance à aucune règle. Mais lorsqu'il y a une protestation, ça veut dire que l'élément le plus important de la coutume aura failli. L'élément le plus important qui est l'élément psychologique, l'opinion iuris, c'est-à-dire le sentiment de l'obligation. Parce que chaque fois vous dites que non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Chaque fois que ce que tu fais là, moi je ne suis pas d'accord. Il revient encore vous dire la même chose, il revient encore vous dire la même chose. Mais si vous ne dites rien, ça veut dire que vous avez donné ça veut dire que vous avez participé. Vous avez donné de manière implicite. Donc, contrairement à la convention où le consentement est donné de manière explicite, d'accord? Dans une coutume, le consentement est donné de manière implicite parce que c'est la résultante d'un ensemble de pratiques répétées.
dans le temps, accompagné du sentiment de l'obligation. Le sentiment de l'obligation, ça veut dire que vous avez, qu'on ne vous impose rien, vous avez accepté que désormais c'est ça la règle. Vous allez voir dans un village, les gens sont nés et ils font des choses. Ils font des choses, on vous demande, mais un étranger arrive, il constate que les gens font des choses. Il dit, mais pourquoi vous faites même ça? Pourquoi vous faites même ça? Et ils vous répondent, mes ancêtres faisaient ça. Mes parents font ça. Donc, je vais ça. Mes enfants vont faire ça. La coutume, c'est ça qui fait parler de la pratique. Parce que quand on dit pratique répétée, il ne s'agit pas d'une pratique qui se fait une fois. D'accord? Ça dit pendant une longue période, on doit pouvoir observer que cette pratique a toujours été pareille. Qu'il n'y a pas eu de nuances, il n'y a pas eu de différence, il n'y a pas eu de détails. D'accord? Voici, chaque fois que les deux, par exemple, pour rentrer dans le champ de droit international, chaque fois que les deux États ont été ensemble, voici ce qu'ils ont eu à faire. Et ça a toujours été ainsi, sans changement. D'accord? Donc, c'est comme ça que la coutume... Bon, vu que la coutume, c'est quand même assez difficile de prouver, n'est-ce pas, qu'il y a la coutume. C'est difficile pour un État qui est attrait devant la Cour internationale de justice et dit que, est-ce qu'il y avait... Ouais, l'une des parties dit qu'il y avait la coutume, l'autre dit qu'il n'y avait pas la coutume. Autrement dit, le problème ici, c'est quoi? C'est de pouvoir prouver l'existence de la coutume, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose de très difficile. Et ça peut conduire à des échecs dans le cadre des procès internationaux. C'est pour ça qu'il a été pensé ce qu'on appelle la codification. La codification qui est ce qui a été évoqué par notre ami du Bénin. La codification, c'est le fait de consigner les règles coutumières dans un instrument écrit. Ça permet de sécuriser la règle internationale. Ça permet aussi de préciser la règle internationale. D'accord? Donc l'intérêt, c'est qu'il y a une précision. Et c'est vrai quand même que la Commission de droit international, qui est l'organe habilité à codifier la coutume internationale, a mené un travail formidable dans le domaine. Vous savez, le professeur Maurice Kamto, il a été président de cette commission. Actuellement, il est membre de cette commission. Donc, c'est un monsieur que vous devez quand même respecter. Beaucoup le découvrent dans le champ politique. Beaucoup de jeunes, là, on le découvre quand ils se lancent en politique, mais c'est un juriste qui est très respecté, au-delà de tout. Dans le cadre de l'affaire Bakassi, vous savez que c'est lui qui a porté l'affaire, n'est-ce pas? Qui opposait le Cameroun au Nigeria. Et cette affaire qui a été tranchée en 2002 par la Cour internationale de justice et qui a donné raison au Cameroun concernant la presqu'île de Bakassi. Concernant la presqu'île de Bakassi. Donc, au-delà de la coutume et des conventions internationales, nous avons également les principes généraux de droit, nous avons l'équité, nous avons la jurisprudence. Nous avons la jurisprudence internationale. C'est vrai que la jurisprudence, elle est assez quand même particulière parce que, elle ne figure pas... il y a une sorte de contradiction sur la qualité de source du droit de la jurisprudence. C'est vrai que
le statut de la Cour internationale de justice impose quand même aux juges de se référer à des décisions antérieures, d'accord, à des décisions pertinentes antérieures pour pouvoir trancher les différends qui leur sont soumis. Mais il faut aussi avouer que la qualité même de source du droit est controversée. Il y en a qui pensent que la jurisprudence n'est pas du tout une source du droit, du moins pas une source créatrice du droit, surtout dans un milieu comme celui de la société internationale, où les États sont jaloux de leur souveraineté, où ils veillent à leur consentement, d'accord, pour chaque règle appliquée dans la société internationale. Mais toujours est-il que les juges internationaux font un travail formidable dans la matière, avec leur fonction d'interprète et même de clarification et des clarifications des normes internationales. Ils parviennent à faciliter la coopération sur le plan international. Donc c'est cela la particularité de la jurisprudence internationale. Et vous savez, la jurisprudence internationale, elle est diffuse. D'accord? Diffuse dans ce sens que ça provient de manière éparse. On pourrait le dire dans le cas de l'Église catholique, que ça se donne en entier, mais à travers 1000 morceaux, comme la communion. La communion, on donne un peu, on casse, on donne un peu, on casse un peu. Mais on te dit que dans la partie qu'on a donnée, il y a toujours tout le corps du Christ. N'est-ce pas? Donc c'est le symbole. La jurisprudence, elle est éparse. Parce que souvenez-vous que nous sommes dans une société décentralisée, où il n'existe pas à proprement parler de pouvoir d'autorité suprême ou d'autorité supérieure. Chacun est maître dans son espace. Personne n'impose rien à personne. D'accord? C'est comme ça. Et au-delà de ce fait, il y a également qu'il existe des sujets émergents qui influencent tout aussi la scène internationale. Ceci nous permet déjà d'avancer et de parler des acteurs. Mais avant de parler des acteurs, il faudrait qu'on fasse une petite précision sur quelque chose. Toujours sur les normes internationales, c'est que, tel que je viens de vous parler de la norme internationale, inspirée de l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, vous savez, le statut de la Cour internationale de justice, je crois, ça a été adopté en 1949. C'est-à-dire 4 ans après la Charte des Nations Unies. Mais vous savez également que ce statut-là a connu l'adhésion de pratiquement toute la communauté internationale, à l'image de la Charte des Nations Unies. Mais vous savez aussi qu'en Afrique, ce n'est qu'à partir des années 60 qu'on accède à l'indépendance. N'est-ce pas? Avant 1960, vous étiez considéré comme quoi? Comme des colonies. Vous n'étiez pas des États. Avec le mouvement de la décolonisation, on va donc assister à l'émergence de nouveaux États, de nouveaux sujets de droit international. Et qui, malencontreusement, seront plus nombreux que les anciens.
hein, que les anciens qui, paradoxalement, sont essentiellement européens. On va donc assister à une sorte de dénonciation, de critique, d'accord, de procès, hein, de cet article 38 du statut international de la CIJ. Il n'y a pas qu'en Afrique, parce que le mouvement de la décolonisation, c'est l'Afrique, c'est l'Asie, c'est l'Amérique latine, d'accord? Donc nous sommes très, très nombreux. Et on estime que, du moins, les nouveaux pays là, qui sont pour l'ensemble des pays sous-développés, disent que votre droit international là, vraiment, c'est comme s'il y a un problème avec ça. On ne se reconnaît pas dans ça. D'accord? Que nous là, on ne se reconnaît pas dans ça. Mais vous ne vous reconnaissez pas dans ça comment? Nous n'étions pas là quand vous avez fait vos choses là. Est-ce qu'ils étaient là? Ils n'étaient pas là. Personne, aucun État africain n'a participé à l'élaboration, par exemple, de la Charte des Nations Unies ou aux discussions qui ont donné lieu à cette charte-là. C'est pareil pour le statut de la CIJ. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres organisations internationales. Comme même l'Organisation internationale du travail. Il y en a plusieurs comme ça qui sont nés bien avant l'accès des États, des ex-colonies à l'indépendance. Nous vont donc dénoncer ça en disant que là, c'est le droit international classique. Nous n'en voulons, on ne peut pas accepter ça en totalité parce qu'il y a des choses là qui ne correspondent pas à nos aspirations. Et c'est donc comme ça que les nouveaux États vont procéder à une sorte de sélection. D'accord? À une sorte de sélection. Ils vont sélectionner les normes ou bien les conventions qui correspondent les mieux à leurs aspirations. Et ils vont rejeter celles qui ne correspondent pas à leurs aspirations. Parce que heureusement que la coutume internationale qui a été codifiée en 1969 pour donner naissance au droit des traités a quand même une clause importante, d'accord, qu'on appelle la clause de l'effet relatif. Autrement dit, ne seront opposables que les normes dit qu'on peut ici là la salle le prof il arrive à l'heure. Il faut une bouteille de qu'on doit
c'est que dans la convention multilatérale, tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'existe pas de convention universelle, telle qu'elle à l'ensemble des États partis. On te dit que toi, tu n'es pas d'accord avec mais l'autre là, on va dire d'accord que bah, moi j'ai quand même un peu d'argent, je crois que ça ne pose pas de problème. Mais par contre, arrivé à l'heure là, signer la clause là, on va dire ok, signe l'intégralité. Par exemple, toutes les personnes qui ont signé, qui ont accepté la clause, par exemple, qui n'ont pas accepté cette clause, permettre. Pourquoi? Parce qu'on a